Donc déjà, je voulais remercier les intervenantes et les intervenants pour la qualité, la richesse des discussions et des présentations tout au long de la journée. Comme Clara le disait en introduction, on a pu voir, je pense, plein d'aspects différents du développement sur des tranches d'âge diverses et avec différentes perspectives pour différents domaines, l'éducation, le cinéma, l'éducation au regard, du regard. Et ce que je vous propose, c'est peut-être d'ouvrir la discussion déjà avec potentiellement des questions du public. Et ensuite, on continuera les discussions donc, avec les intervenants. Du public et des enfants de cinéma qui nous ont demandé l'organisation de cette journée avec eux. Bonsoir, bonjour, je ne sais plus le temps qui fait. Ma question, ça concernait justement le point qu'a mis Nathalie Blanc concernant la structure du récit. L'importance effectivement des émotions que justement les enfants, il était important qu'ils doivent rattacher les émotions des personnages pour s'identifier. Moi, j'avais besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir par rapport à leur tranche d'âge, si, alors, ils arrivent à s'identifier au travers de l'émotion, mais d'un point de vue concret, est-ce qu'ils arrivent à comprendre la structure du récit en elle-même? Alors, la compréhension du récit, c'est quelque chose qui va progressivement s'acquérir de 3 ans à 6 ans et qui va se complexifier avec l'avancée en âge. Mais en tout cas, les bases en termes de structuration du récit, c'est quelque chose qui se met en place entre l'âge de 3 ans et 6 ans. Donc, ils ont des connaissances assez prototypiques sur de quoi est constitué un récit, donc ce qui crée des attentes, en fait, par rapport à la façon dont ils vont repérer certains événements. Ouais. Les âges classiques, c'est vraiment comment l'enfant... Et comment est-ce qu'on le repère? C'est souvent à travers une tâche de... on raconte une histoire à l'enfant, et ensuite on lui dit, ben voilà, maintenant, à ton tour, tu vas me raconter l'histoire que je viens de te raconter. Et donc on va regarder progressivement comment est-ce qu'il va structurer son propos et comment est-ce que petit à petit il va être en capacité de structurer de façon temporelle, causale, et d'injecter un certain nombre d'événements entre le but du personnage qui est initial et qui est le maillon numéro 1 de la chaîne jusqu'à l'accomplissement. Voilà, mais entre 300 et 6 ans, normalement, il y a un fort développement de la structure narrative, enfin des connaissances en matière de structuration du récit. Et après, ça se complexifie, évidemment, ça continue, mais l'essentiel est présent. Je pose la question parce que moi, j'ai fait de l'analyse filmique où j'ai lu énormément de livres et d'articles là-dessus. Et en lisant les articles, je me suis rendu compte que, en fait, tous les éléments qu'ils nous mettaient en avant, en fait, je les avais compris bien en amont. C'est juste que je n'avais pas réussi à mettre des mots dessus. Et quand j'ai expliqué justement le processus d'histoire auprès des enfants, et ben, j'ai retrouvé ce même phénomène. C'est-à-dire qu'ils avaient les règles, ils avaient les connaissances, mais ils n'arrivaient pas à mettre des mots dessus. Mmh. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec eux à travers différents types de tâches. Donc, tantôt on leur fait raconter, tantôt on leur fait juger des énoncés. Parfois, il faut leur demander de remettre la séquence à travers des images, leur demander de reconstruire la séquence. Pour voir comment est-ce qu'ils sont en capacité de s'appuyer sur ce qu'ils se sont représentés en mémoire et comment est-ce qu'ils sont en capacité justement de s'appuyer sur cette structure narrative pour refaire la séquence, remettre dans l'ordre la séquence. Oui, c'est pour continuer la réflexion qui a été commencée autour de l'intervention de Laurent Dumaine et Sébastien Collin, cette question qui redevient importante, elle l'était moins, elle redevient importante sur la compréhension du récit. C'est-à-dire que les cours d'école sont pleines de récits complotistes aujourd'hui, mais vraiment, d'écoles, de collèges et de lycées. Donc la question de comprendre un récit d'image devient un enjeu citoyen. Ça l'a toujours été, vous allez me dire, je sais. Mais là, ça l'est encore plus. Et du coup, je voulais savoir si, justement, dans vos différents travaux, cette question de comment on se plante sur « Ah, mais je croyais qu'il était content. Ah ben non, il n'est pas content, il est triste. » Enfin bref, le fait qu'on arrive sur un récit en contradiction avec ce qui est effectivement dit dans le récit. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus?
C'est-à-dire sur la façon dont les enfants peuvent, en tout cas, interpréter à tort, on va dire, la situation. Avoir des inférences fausses. Tu peux, bien sûr. Avant de parler des enfants qui sont grands et qui vont mettre des mots, des choses compliquées qu'on a du mal à comprendre, parce qu'il y a des gens simples qui travaillent avec des organismes sans vocabulaire, comme moi. Et en fait, il faut savoir que les nourrissons, déjà, en fait, présentent des biais. On va avoir des biais cognitifs, qu'on appelle, et qu'on retrouve chez l'adulte, et qui vont faire que pourquoi on croit ces histoires où on change un texte sur une vidéo et on va comprendre quelque chose de différent, pourquoi on va penser ceci ou cela, pourquoi on croit que plus il y a de gens qui disent quelque chose, c'est la vérité. En fait, c'est lié à un biais au niveau du cerveau qui a tendance à surinterpréter certaines choses parce que les catégorisations qu'on fait de notre monde doivent être simples. Et c'est des choses qui existent déjà chez le nourrisson. Et ça, c'est avant le langage. Donc déjà, les nourrissons ont des biais. Et c'est des biais de croyance, de croire que ça se passe comme ça, je l'ai vu une fois, ça doit se passer tout le temps comme ça. Donc après, il y a le vocabulaire qui arrive, et là, c'est Nathalie. Justement, c'était l'intérêt d'avoir aussi quelqu'un qui travaille sur le nouveau-né pour arriver à des âges aussi plus avancés. En fait, si j'essaye d'être précise, souvent quand on travaille avec eux justement sur la compréhension et qu'on essaie de décortiquer leur propre compréhension, ce qu'on voit avec eux, c'est que finalement, la situation, elle a été interprétée avec le bagage de connaissances qu'ils ont, qu'ils ont mobilisé, et que bien souvent, il peut y avoir un décalage entre la compréhension de l'adulte, qui lui dispose d'un certain nombre d'outils pour arriver à interpréter la situation donc de son propre point de vue. Et finalement, c'est quand même considéré aussi que l'enfant, on ne lui renvoie pas forcément l'idée qu'il s'est trompé. C'est-à-dire qu'en fait, il a interprété la situation de cette façon parce qu'il a utilisé telle ou telle connaissance, ou qu'il a mis l'accent sur telle ou telle information. Et donc, la façon de travailler avec eux, bien souvent, c'est d'essayer de voir quelle est la nature de l'information ou quel est le type d'information qui l'a amené à produire cette compréhension. Et ça, c'est assez intéressant et informatif, et notamment chez les enfants qui sont en difficulté pour produire des inférences. Parce que quand on regarde chez les enfants qui sont dits faibles compreneurs, en fait, ils ont beaucoup de difficultés à identifier quelle est l'information sur laquelle ils pourraient socler cette activité d'inférence. Et donc, finalement, quand on a l'impression qu'ils se sont trompés, en tout cas qu'on considère, nous, avec notre regard adulte, qu'ils se sont trompés, pour eux, ils ne se sont pas trompés parce qu'ils ont interprété la situation avec ce qu'ils avaient à disposition. Donc, c'est parfois assez intéressant justement de les sonder sur leur propre compréhension et de regarder le film à travers leurs yeux et à travers leur lexique émotionnel qui est un peu plus réduit que le nôtre, leur maîtrise de la causalité qui est un peu plus réduite que la nôtre, et donc de voir finalement le film sous certains aspects peut-être moins profonds que nous. On peut avoir un regard assez approfondi, assez mûr, et puis eux, ils vont accorder du crédit ou donner de l'importance à certaines informations que nous, on n'aurait pas forcément considérées. En fait, je ne travaille pas que sur la créativité, j'ai aussi un gros projet justement sur les théories du complot, parce que c'est un peu le... on sait qu'il y a des théories du complot qui... Exactement. Et on sait qu'il y a des théories du complot qui circulent partout chez les adolescents, mais bizarrement, la psychologie du développement, on s'est pas vraiment intéressé à ça. Et même la psychologie, d'une certaine manière, s'est intéressée, mais de la mauvaise façon. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est tout l'enjeu du projet. Donc, si c'est pas le cas, ils nous ont financé pour rien. Mais en gros, en fait, on va interroger les gens. C'est simplement des auto-questionnaires de savoir, est-ce que vous croyez que les Didi, il y a un complot derrière? Est-ce que vous pensez que JFK, il y a quelque chose? On interroge les gens sur la connaissance. Et on ne s'est pas posé la question de comment en fait, les gens étaient exposés en fait, aux théories du complot. Et la plupart du temps, ils le font sur YouTube. Les adolescents, en fait, leur source principale d'information, c'est YouTube. Donc, ce sont des vidéos. Et quand vous regardez un petit peu la structuration de ces vidéos, vous vous rendez compte que même par rapport aux fake news, il y a vraiment un construit en fait des théories du complot. C'est un ensemble d'arguments.
Et autant vous pouvez résister à certains arguments, parce que je tiquais sur les enfants et les adolescents sont très sensibles à ça, mais les adultes le sont tout autant. Évidemment, évidemment. On est complètement. Enfin, moi, ça fait 2 semaines que je crée des vidéos complotistes pour pouvoir faire des expériences dessus. Je peux vous assurer que je suis obligé à chaque fois de me dire non, mais tu sais que c'est pas vrai. Tu as le contre-argument. Mais c'est très compliqué parce qu'on a vraiment créé, à la fois sur le contenu émotionnel, à la fois sur la séquence argumentative, un récit en fait qui ne tient que si vous prenez l'ensemble des arguments. Un argument isolé, il n'est pas suffisant, enfin, ils sont rarement convaincants. Mais l'ensemble des arguments, vous arrivez à susciter quelque chose de l'ordre du doute, de l'ordre de quelque chose, il y a peut-être quand même quelque chose, c'est quand même bizarre qu'il y ait l'ensemble de ces choses-là. Et donc là, on est en train de travailler sur essayer d'exposer en fait ces adolescents aux théories du complot. Alors on a choisi des théories du complot qui ne sont pas hyper sensibles. Notamment, on a pris la mission Apollo et sur la Lune, et aussi des théories du complot autour du réchauffement climatique pour pouvoir avoir des choses. Si on part sur les théoristes, tout de suite, on a un truc émotionnel qui est beaucoup trop fort et c'est très compliqué à gérer avec les adolescents. Mais avec ça, ils sont très peu exposés en fait, à cette théorie du complot, et on va voir comment la dynamique en fait, se construit au fur et à mesure de l'argumentation et comment on peut la casser. Et comment, une fois qu'on a suscité le doute, est-ce qu'on est vraiment capable de le casser? Parce que tout à l'heure, tu disais un truc, tu parlais de la familiarité. La familiarité, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si vous avez des fausses informations ou des choses que vous voyez plusieurs fois, vous allez avoir tendance à les considérer comme vraies, ou en tout cas comme plus vraies que si vous avez été exposé qu'une seule fois. Mais ce qui est rigolo, c'est que les théories du complot, en plus, ne disent pas que des bêtises. Il y a des vrais arguments qui sont donnés et des vraies choses. C'est pas juste des fake news, c'est pas un agglomérat de fake news. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, mais je vous assure que les adultes sont aussi extrêmement sensibles. J'en suis convaincue. Et c'est parce que j'en suis convaincue que quand on est chargé de questions pédagogiques, on se dit faut aller à la base, quoi. C'est du coup, travaillons avec les enfants. Alors le millefeuille argumentatif, le terrier de lapin dans lequel on s'engouffre avec une seule information, moi je suis persuadée que c'est la même chose pour les enfants, les ados et les adultes. Donc je suis convaincue, formidable que vous fassiez ça. Mais ce que je me disais justement, c'était que comment est-ce qu'on peut faire pour, pas forcément frontalement sur le complot, mais pour travailler la question d'être bien en mesure de comprendre ce que je vois et ce que j'entends. Et du coup, mais ça j'en parlerai demain, du coup, l'idée, ça peut être de travailler cette question à travers des belles œuvres cinématographiques. Vous voyez, pas sur du négatif, pas sur t'as tort de, et c'est pour ça que je suis très sensible à ce que vous dites, Nathalie. Visiblement, moi, ça m'évoque ce que nous a appris Stella Baruch sur les mathématiques. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas parler de fautes, mais d'erreurs. Et ça fait 25-30 ans qu'elle répète ça et que quand même ça commence à rentrer, que savoir comment tu es arrivé à cette conclusion. C'est ce que j'ai cru comprendre de ce que vous disiez. C'est extrêmement riche pédagogiquement. Et moi, je me dis, il faut qu'on travaille à... Vous travaillez à comprendre comment ça marche. Nous, on pourrait travailler les enfants de cinéma, mais enfin, je ne veux pas les engager, il n'y a que moi, Carole Desbarras, je pourrais travailler sur comment, sans parler de complot, sans dire la Terre n'est pas plate, etc., on tape à côté pour dire exerce ton regard, exerce ton écoute, le sens, la causalité, ça fait quoi l'émotion dans ce que tu comprends, etc., sur autre chose. Parce que c'est peut-être une vision un petit peu optimiste de la vie des enfants, mais je me dis ça va reballer, comme on dit à Toulouse, ça va revenir, espérons, l'un d'entre vous l'a dit, c'est vous je crois, ça va continuer dans la vie à marquer peut-être les esprits sur des sujets plus douloureux. En tout cas, évidemment que les adultes sont comme les... On est d'accord. Je voulais intervenir sur la question de la structuration du récit. Par rapport à un questionnement. Alors, ce n'est pas une question, c'est un questionnement que je lance. Et je me dis en tout cas que c'est quelque chose que je trouverais intéressant à étudier. Alors, moi, je suis un papa assez vieux, mais jeune au sens où mes enfants sont très jeunes, donc 4 ans, 6 ans. Et j'ai observé, en tout cas, dans la société dans laquelle on est, où on a accès à des écrans sur lesquels on a notamment des applications type YouTube, réseaux sociaux, etc. Je me pose la question de l'impact, alors pour le coup, sur ces espaces-là, de la question de l'algorithme
Alors, pourquoi j'en viens à ça? C'est parce que la question de la structuration du récit, on a une structuration de récit quand on vient dans une salle de cinéma. On a un début, un milieu, une fin. Par contre, pour avoir observé et analysé auprès de mes propres enfants, auprès d'autres enfants, on a une vraie mécanique, en tout cas qui existe, d'une prise de pouvoir d'un algorithme par rapport à l'interface qu'on a, j'irai sur YouTube, par exemple, on a donc la vidéo qu'on a lancée, qui peut être celle que va lancer un parent d'un dessin animé, mais on a sur la droite donc, toute une série de vignettes qui va faire que l'enfant, naturellement, va zapper, en fait. Donc, je suis très content, en tout cas, qu'on ait abordé la question que l'écran n'est pas un problème en soi. Je suis totalement en accord avec ça. J'ai cette intuition depuis que... Mais bon, je fais ce travail-là en tant que père d'accompagner mes enfants sur les usages. Mais pour avoir observé cet usage-là en particulier, je pense qu'il y a une vraie problématique peut-être qui n'est pas... Je ne sais pas si elle est identifiée, si elle est étudiée, mais je trouve qu'il y a peut-être en tout cas, les enfants qui ont l'âge de mes enfants aujourd'hui, je sais pas, dans 15 ans, quel impact ça va avoir, cette problématique de structuration de récit. En tout cas, que des enfants n'auront pas eu... pour certains en tout cas, cette possibilité de vivre des expériences, de voir des films ou autres dans un ordre avec une démarche, je dirais, structurée, quel impact ça peut avoir sur le long terme? Je ne suis pas sûr que les enfants soient exposés qu'à des choses déstructurées. En fait, c'est juste qu'ils sont exposés à différentes choses, mais ils sont aussi toujours exposés à des films. Normalement, dans leur famille, il y a toujours quelque chose où ils vont regarder, on va les amener au cinéma, ils vont à l'école, etc. Donc, c'est pas 100% de leur temps où ils vont avoir quelque chose qui n'est pas déstructuré ou qui va pas avoir un début, une fin. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas besoin d'une exposition comment dire, pour qu'il y ait l'effet de quelque chose sur le développement de l'enfant, il n'y a pas besoin d'avoir 12 heures par jour. D'accord ? Donc, en fait, c'est peut-être suffisant ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Et on s'est des fois inquiété par le passé pour d'autres problèmes. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens, l'instituteur disait à ma mère qu'il fallait que j'arrête de lire des BD, parce que je ne pourrais pas faire d'études, je ne saurais pas lire. Et d'ailleurs, je faisais des fautes d'orthographe, beaucoup, et que c'était à cause des bandes dessinées. Et en fait, c'est pas ça, c'est qu'ils ne savaient pas à l'époque, mais j'étais dyslexique. Donc j'aurais pu... mais je lisais des livres aussi. Et en fait, les gens ne se rendaient pas compte, et on essaie toujours de trouver une raison à un problème, et c'est peut-être pas toujours le cas. Ce que je peux dire aussi, c'est que finalement, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de mettre en place tout un travail explicite. C'est-à-dire qu'il y a quand même des travaux qui montrent que dès le plus jeune âge, le fait même de raconter une histoire le soir va permettre à l'enfant de repérer petit à petit cette routine, en fait, cette routine dans la construction de l'histoire. Et cette routine-là, elle peut se mettre en place toute seule, en fait, sans que... Enfin, c'est de l'apprentissage incident. On est exposé et on répète l'exposition à un récit qui est structuré. Voilà. Et donc, finalement, le fait d'être exposé, ça a été montré dans plusieurs études, notamment chez des enfants qui sont d'âge préscolaire, donc en garderie. Le fait d'être exposé à un petit dessin animé par jour pendant 60 jours, ils ont évalué avant, pendant et après les connaissances en matière de structuration du récit chez ces enfants par rapport à un même échantillon d'enfants qui est dans la même garderie. Et en fait, les enfants qui sont exposés sans qu'il y ait un travail, en fait, simplement le fait d'être exposé à ce petit récit télévisé chaque jour leur a permis de commencer à construire des connaissances en matière de structuration du récit mieux que ne l'ont fait les enfants qui n'ont pas été exposés à ce support. Donc finalement, c'est plutôt un message encourageant. Évidemment qu'il ne faut pas laisser les enfants seuls devant la télé, etc. Il y a nécessairement un petit travail à faire en complément, mais il y a quand même des choses qui peuvent se mettre en place toutes seules, sans forcément qu'il y ait un travail d'accompagnement. Alors ça sera de toute façon plus riche si y a un travail d'accompagnement, mais il y a quand même des choses qui peuvent se mettre en place toutes seules. Bonjour. Du coup, moi, c'était une question par rapport à toutes vos études. J'ai vu que vous avez travaillé sur la créativité envers les enfants et sur la prosocialité. Et je voulais savoir, est-ce qu'il était possible que vos études puissent servir plus tard pour créer des œuvres qui puissent encourager les jeunes, par exemple, à pratiquer une création artistique ou qui puissent justement essayer de développer des
des capacités aux enfants de 4 ans à résoudre des puzzles, etc., suite aux actions qu'il y a dans les films, et si ça pouvait fonctionner aussi par rapport à la socialité, enfin le fait d'être sociable. Voilà. Alors justement, en termes de prosocialité, c'est un peu le postulat que font énormément de séries pour enfants. Je pense qu'il suffit qu'on allume Netflix dans la partie kids et qu'on regarde ce qu'il y a. Et alors, il y a sans doute, il y a des choses de qualité. Typiquement, on peut regarder Pogno sur Netflix, donc c'est très sympa. Mais il y a aussi cette offre de mini-séries qui font 14 minutes chacune, où on a l'impression que ça a été créé de toutes pièces pour essayer d'éliciter ou en tout cas d'encourager une sorte de gentillesse ou de comportement sympa envers les autres, de compréhension des autres. Donc je pense qu'il y a un peu des bons et des mauvais côtés à ça, et qu'à trop vouloir forcer du contenu prosocial, en fait, ça devient très plaqué, et on en perd un peu le côté artistique, peut-être, et justement le côté créatif, original, et tout ce qui va faire qu'un enfant, justement, va être questionné par ce qui se passe, que ce soit par l'humour, que ce soit... Voilà, et parfois on finit un peu avec des contenus qui sont finalement pas très originaux, parce qu'on voit en tant que parent, moi je vois très clairement l'objectif de ces séries. Il suffit d'en allumer une, je peux tout de suite dire ce qui va se passer. La structure narrative, elle n'est pas super intéressante. Donc voilà, je pense qu'effectivement c'est possible. Après, moi personnellement, je trouve qu'un vrai challenge intéressant, c'est d'essayer de faire en sorte que des œuvres artistiques en fait puissent apporter ce message-là et puissent encourager des choses sans qu'on ait ces contenus vraiment super plaqués et finalement pas très intéressants. Oui, alors effectivement, je peux dire 2 mots sur ma thèse. Donc l'objectif de ma thèse en fait est de comprendre si on peut entraîner l'altruisme. Et donc on passe pas par le film de notre côté, mais alors c'est avec des enfants de 8 à 10 ans, donc ils sont assez grands finalement, pas encore des ados. Mais nous, on va passer par finalement la simulation d'une action bénévole et vraiment essayer de voir la différence entre la simulation de l'action et simplement le fait de recevoir de l'information. Donc en fait, on va avoir un groupe d'enfants qui vont recevoir des informations sur l'altruisme, donc ce que c'est, ce qu'est le bénévolat, comment je peux faire pour créer ma propre association, voilà, donc par des contenus 2 fois par semaine pendant 8 semaines, donc des petites vidéos ou des PowerPoint narrés de 5 minutes. Et donc un autre groupe va avoir la même information, donc être receveur de l'information, mais aussi va avoir cette action simulée, donc où ils vont être comme s'ils étaient dans une association, on va leur donner des petites actions à faire. Et donc, on va essayer de voir déjà l'impact sur le niveau d'altruisme de faire ça et voir s'il y a une différence entre le fait d'être receveur, observateur de ces choses-là et le fait de vraiment se mettre dans l'action. Donc, je pense que ça aussi, c'est intéressant, la question de faire, oui, observer, mais à quel point, qu'est-ce qu'il faut de plus dans l'observation pour que pour transformer l'essai, en fait, et que ça devienne un vrai moteur à la prosocialité derrière. Oui, je pense que l'objectif est clairement d'essayer de faire en sorte que les enfants et les adolescents puissent développer soit des comportements prosociaux, soit de la créativité, mais qu'il y a un enjeu d'essayer de les doter de compétences qu'ils vont pouvoir appliquer au quotidien. On a tout un projet où on essaye justement de faire ça. Alors, et c'est marrant, on le fait sur une des compétences sociales qui est importante, c'est la capacité à inférer en fait une cause au comportement, en tout cas de l'inférence causale de pourquoi vous avez fait quelque chose. Je vous donne un exemple. Si vous regardez une vidéo, vous êtes capable de dire cette personne elle a fait ça, et puis vous êtes capable d'expliquer de façon complexe pourquoi elle l'a fait. Oui, mais peut-être qu'elle était au chômage, peut-être que c'était difficile. Vous voyez, vous avez toute cette complexité. Si je vous mets dans votre voiture et qu'il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, la première réaction que vous allez avoir, c'est un connard.
Et donc, c'est vraiment ce biais-là, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre à réfléchir, mais peut-être qu'il était perdu, peut-être que machin. En fait, c'est un biais. On parlait de biais cognitif. C'est un biais social d'attribution causale où on va considérer qu'il l'a fait parce qu'il ne vous aime pas, en fait, ou parce qu'il l'a fait de manière intentionnelle, parce qu'il a des caractéristiques intrinsèques. Et ça, c'est un frein quand même à la tolérance et au respect et aux discussions. Donc, on essaye de voir comment on peut essayer, en fait, via la créativité, l'explication, en tout cas la capacité à générer d'autres hypothèses à l'explication d'un comportement, comment justement on peut induire ce genre de choses. Comment on peut faciliter en fait une compréhension plus complexe en fait des états, enfin de la causalité d'un événement, parce que peut-être que c'est un connard, mais peut-être aussi qu'il y a d'autres explications. Et donc, exactement. On est arrivé à cette conclusion. Il y a une BM, effectivement, c'est vrai. Voilà, il y a des. Non, mais la plupart du temps, ça marche, et la plupart du temps, c'est quand même les biais sont utiles. Ouais. C'est pas pour rien. Mais dans certains cas, il faut être capable de pouvoir faire ce petit pas de côté pour pouvoir justement dire, peut-être qu'il y a une autre façon d'entrevoir les choses. Et donc, ça fait partie des prémices de la tolérance. Et les émotions peuvent être un plus, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des émotions qui nous bloquent complètement. Et quand on est dans un contexte émotionnel particulier, on a beaucoup de mal à se mettre à la place d'autrui. C'est pas que cognitivement on n'est pas capable de le faire, on est capable de le faire. Mais on ne va pas prendre le temps de le faire. Il y a quelqu'un qui vous marche dessus dans le métro, et vous n'allez pas vous dire est-ce que cette personne l'a fait exprès, machin, etc. Non, vous êtes dans un état de stress, tout de suite, vous allez avoir un comportement agressif. Et donc c'est comment on peut travailler là-dessus pour essayer d'éviter ce genre de choses. Moi j'ai une question pour Mathieu, enfin tout le monde pense, je pense, peut y répondre. Par rapport à votre intervention qui était bien, mais malheureusement on n'a pas pu avoir toute la fin. La question concernant l'inspiration, après tout ce que vous avez parlé sur le biais cognitif, est-ce qu'on peut encore parler d'inspiration, et s'il y en a, comment ça se manifeste en fait? L'inspiration, c'est un vaste sujet, c'est-à-dire que surtout en particulier avec la production d'une œuvre artistique qui du coup va ça renvoie à des questions aussi de plagiat, de comment je vais aller récupérer quelque chose chez quelqu'un. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais d'un point de vue artistique, on sait que tout le monde va avoir des éléments extérieurs qui vont venir en fait nourrir la créativité et le travail. Donc l'inspiration, c'est pas juste je vais calquer en fait quelque chose qui existe ou qui a déjà été fait. C'est comment je vais pouvoir récupérer des outils ou des éléments pour pouvoir l'intégrer dans mon propre processus de création. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, sachant en plus que sur le plan artistique, parce que je vous ai parlé de la fixation et qu'il fallait sortir de la fixation, en réalité, on se rend compte que souvent les artistes sortent et sont capables de briser une règle à un moment donné, et puis ensuite, ça va devenir en fait leur patte, en fait, leur spécificité, leur truc à eux, et qu'on va le retrouver. Alors dans le cinéma, c'est vrai pour les réalisateurs, on retrouve beaucoup dans une lignée en fait de création qui vont reprendre des éléments en commun. Et ça aussi, c'est une forme de créativité particulière. C'est assez rare, mais peut-être que je me trompe, et c'est peut-être là aussi le dialogue, des gens qui systématiquement à chaque film vont se réinventer complètement et tout briser et être capables de le faire. C'est une difficulté supplémentaire. Après, l'inspiration, oui, ça, on n'a pas. Enfin, est-ce que quand on leur donne un exemple, ils s'inspirent de l'exemple? Oui. Est-ce que c'est ce qu'on leur demande de faire véritablement? Est-ce qu'on attend d'eux? Pas forcément. Ça dépend aussi des attentes. Et puis, je vous dis, c'est pas évident. Pour avoir travaillé beaucoup sur le plagiat avec les étudiants et leur mémoire de fin d'études, et c'est pas facile de faire la distinction parfois entre ce qui est de l'ordre du plagiat de ce qui est de l'inspiration multiple et variée de ce qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. En fait, il y a quelque chose sur l'inspiration qui est compliqué. C'est qu'il y a peut-être aussi une sorte de fantasme de croire que des gens, quel que soit ce qu'ils fassent, je veux dire, même si c'est quelqu'un qui va inventer un outil, un ordinateur, quoi que ce soit, c'est que des gens se lèvent le matin et d'un coup, j'ai l'inspiration. Et en fait, il y a un processus. C'est-à-dire, c'est ce que vient de dire Mathieu, on a peut-être vaguement une idée de quelque chose et puis ça va se mettre en place, etc. Et c'est par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on connaît, qu'on va construire quelque chose. Et ça va émerger, mais ça met du temps à émerger.
Alors peut-être qu'après on a l'impression que c'est venu d'un coup, mais c'est souvent des processus très longs. Et ensuite, par rapport à ce que tu dis, c'est pourquoi se réinventer tout le temps? Si on fait quelque chose qui fonctionne, pourquoi on va tout détruire et faire quelque chose de différent? On n'est pas non plus obligé. On peut très bien, tu prends un réalisateur, s'il a une façon de faire ses films, c'est l'histoire qui compte. Après, il n'est pas obligé de tout détruire chaque fois, de complètement changer. Et c'est vrai qu'on aime bien aussi reconnaître, nous, en tant que public, des choses dans des films ou dans des musiques. Et on part jamais de rien. Hein. Et on peut pas, enfin, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas rien. C'est qu'on va chercher des connaissances qui existent. C'est comment créer de la nouveauté à partir de connaissances. Donc l'inspiration, dans tous les cas, elle existe quelque part. Moi, j'avais une question pour tout le monde, parce que quelque chose qui me passionne toujours quand je regarde les présentations des autres, c'est le moment de surprise de quand on a un résultat inattendu. Donc de dire on ne s'attendait pas à ça, et voilà. Et maintenant en science, ça devient un peu compliqué, je pense, parce qu'il faut poser ça devient compliqué. Bien sûr, il faut y poser des hypothèses, etc. Et je me demande, dans la recherche sur le développement, donc sur l'enfant, comment on peut, quel comportement le chercheur doit tenir par rapport au biais qu'on a en tant qu'adulte sur la perception, sur la créativité, sur la prosocialité, n'importe quel sujet. En fait, on a des biais d'adultes parce qu'on sait plus ce que ça veut dire d'être enfant et de regarder le monde comme un enfant. Et donc, on pose des questions d'adultes sur le développement. Donc, quelles sont les astuces qu'on pourrait avoir pour... Est-ce qu'il faut impliquer les enfants? Est-ce qu'il faut leur faire, justement, leur demander à eux de poser des questions pour que... Il y a une chose qui est simple, donc moi je fais de la recherche sur le nourrisson depuis 1991, donc ça date un peu, quoi. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, l'important c'est toujours être étonné et d'observer. Donc c'est important, pas juste d'être assis à son bureau et de temps en temps se dire on va faire une nouvelle manip sur tel sujet, etc., mais c'est de temps en temps aller dans une crèche, de regarder des enfants dans leur contexte naturel, et d'être émerveillé parce qu'ils se font des choses qui, a priori, sont simples. Et je pense que c'est ça, toute la base de la science, c'est s'émerveiller du fait qu'il y a quelque chose de simple qui arrive. Mais en fait, on se dit, mais comment ça arrive et pourquoi ça arrive? Et donc, le meilleur moyen qu'on ait, nous, c'est pas on pourrait faire venir les enfants dans le laboratoire, mais c'est aussi d'aller les observer dans leur milieu naturel, au fin fond de la jungle, ça fait un peu... voilà, dans les crèches, dans les écoles, et de continuer à se poser des questions. J'ai pas mieux, hein. Je pense qu'on apprend 10 fois plus en sortant du laboratoire et en allant à l'école, ne serait-ce qu'une journée en immersion, ce qui n'est pas toujours facile à faire, mais quand on va à l'école, on voit, et on voit la réalité de ce qu'il en est. Après, de savoir est-ce que c'est les enfants qui vont nous donner les outils pour comprendre véritablement ce qui se passe, ça c'est une autre... certainement qu'ils peuvent le faire sur un certain nombre de points, mais pas tous. Donc c'est ce qu'avait dit Henry Ford, hein. Si je demande aux consommateurs ce qu'ils veulent, ils vont me demander une voiture, une calèche avec plus de chevaux. Et on n'aurait jamais eu une voiture, mais c'est l'idée qu'il faut aussi avoir un regard extérieur et pas forcément attendre des enfants les choses, mais ils ont des insights intéressants des fois. Très bien. Ouais. Alors moi je rajouterais que c'est peut-être aussi parfois super intéressant d'écouter les enseignants. Parce qu'eux sont au contact des enfants toute la journée, et nous, pas forcément. Alors déjà, je trouve qu'effectivement, on en apprend énormément en allant, par exemple, observer une récré. Et d'ailleurs, je pense que c'est le thème du film tout à l'heure. Mais observer une récré, moi, je trouve ça fascinant. Alors, effectivement, c'est un peu la jungle. C'est totalement la jungle. Mais c'est quand même super fascinant. Et après, de prendre le temps de discuter avec les enseignants. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans la mise en place du projet, de discuter avec des enseignantes, surtout post-confinement, en fait, où les enfants revenaient et les enseignants remarquaient des vrais changements dans le comportement prosocial des enfants qui mimaient finalement de l'agressivité à la maison, plein de changements que nous, je pense qu'on n'aurait pas pu deviner dans la mise en place du projet. Et donc, surtout elles, mais les enseignants de manière générale, nous ont beaucoup apporté, en tout cas dans leur vision des choses. Et voilà, donc je trouve ça vraiment intéressant de les écouter aussi.
Voilà, moi je travaille dans le cinéma et depuis longtemps on accueille les dispositifs, mais pas que les dispositifs de l'éducation aussi. Et là aujourd'hui, depuis quelques années, on arrive à un problème, enfin on n'arrive plus très bien à comprendre ce qu'on fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on va arrêter, mais j'aimais beaucoup toutes vos présentations ce matin parce que justement nous on a commencé des groupes de réflexion, enfin une commission de réflexion sur l'évolution de l'enfant, parce que du coup, on les côtoie tous les jours, mais des fois, on ne sait pas si on est en phase avec l'enfant d'aujourd'hui, et que nous, quand même, bon, moi je suis plus âgée, mais l'équipe qui travaille au cinéma, je suis à Nantes, est plus jeune aussi. Et du coup, on a transmis, nous, ce qu'on avait appris, mais on n'a pas remis en cause. Enfin, c'est pas complètement remettre en cause, parce qu'il faut toujours se nourrir un peu, mais l'enfant, aujourd'hui, moi, par exemple, je ressens que quand je vais en salle, quand je présente des films ou quand je côtoie les enseignants et tout, j'ai pas l'impression d'avoir le même contexte qu'il y a seulement 10 ans ou 15 ans. Voilà. Et donc, moi, il y a quand même une question que je me pose aujourd'hui vraiment très, très fort, c'est on travaille avec les enseignants, hein, on n'est pas que les gens du cinéma, on est dans des commissions de réflexion. Et l'autre jour, par exemple, il y avait une instite que j'aime vraiment beaucoup qui me dit tu présentes ton film, tu dis réalisateur. Bon, eh bien, dans le tram en rentrant, maîtresse, qu'est-ce que c'est réalisateur? Voilà. Donc c'est intéressant ça. Donc du coup, ça nous questionne énormément. Bon, j'aimais beaucoup l'intervention sur l'émotion parce que je me nourrissais moi-même de toutes vos interventions. Et là, moi, je pense que on est, alors excusez-moi du terme, mais sur un matériau qu'on travaille. Et je pense qu'on est un peu démunis, y compris nous qui se soucions. Je ne dis pas que tous les gens du cinéma sont très à cheval là-dessus, hein, loin de là, mais nous qui se soucions, et d'autant plus, bon, je fais un petit aparté sur les gens du cinéma, c'est qu'on a tendance à reproduire et à dire ce qu'il faut faire. Et là, moi, je pense qu'on est dans un contexte de danger, parce que du coup, on n'est plus du tout dans le travail de création, innovateur, créer. Parce que pour moi, l'éducation artistique et culturelle, ça a toujours été l'enfant, l'équipe pédagogique, l'équipe artistique, et c'est ensemble qu'on mettait la matière, puis qu'on en sortait quelque chose, plus ou moins bien. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Voilà. Et moi, voilà, vous êtes... ça m'intéressait de vous entendre, parce que du coup, moi, je me disais, si on n'y arrive pas, c'est parce que le contexte sociologique des enfants a tellement changé que on n'arrive plus... Voilà, que les enseignants n'ont plus l'itinéraire... enfin, non plus. Ont, mais pas le même itinéraire artistique et culturel. Tout à l'heure, j'entendais dire il faut donner ce qu'on aime, et ça passe. Et ça, moi, je suis persuadée de ça, que quand ce soit la musique, la cuisine, enfin, peu importe, il faut le transmettre, et ça passe toujours. Mais... donc aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte-là, si on discute avec les enseignants. Donc moi, je suis un peu en question. Voilà, vous qui travaillez, j'ai appris plein de choses, mais quand même, je pense il me semble qu'on arrive à un moment où toute cette question de rapport à l'enfant, de l'éducation artistique et culturelle, est quelque chose qu'il faut changer. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup... au ministère de l'Éducation pour m'aider à réfléchir, même si j'ai beaucoup d'amis enseignants et enseignantes. Voilà. Mais voilà. Donc je pose cette question, c'est comment aujourd'hui, c'est plus qu'une formation, c'est une réforme qu'il faut faire. Je pense aussi qu'il ne faut pas attendre le ministère de l'Éducation nationale pour avoir des idées et des propositions là-dessus. Je pense aussi que l'éducation artistique et culturelle était pas, en tout cas ces quelques dernières années, une priorité majeure et qu'il y avait une volonté de recentrer sur les fondamentaux. Et bizarrement, ça ne faisait pas partie des fondamentaux, mais peut-être que le confinement nous a aussi rendu compte, enfin nous a poussé à nous rendre compte que les fondamentaux n'étaient pas ce qu'on pensait véritablement. Donc il y a peut-être un retour à un moment donné. Et d'ailleurs, le confinement nous a montré que c'est bizarre. Là, les enfants pouvaient regarder les écrans. Et donc, je suis complètement d'accord avec vous. Les publics ont changé, les usages du public ont changé aussi.
il y a des changements très très forts. Nous, quand on était gamin, alors peut-être avant même l'invention du cinéma pour certains. Non, mais créer un film, en fait, c'était compliqué. Il fallait faire du montage, etc. C'était quasiment impossible. Ensuite, il y a eu les outils numériques qui ont permis de faire ce genre de choses. Mais maintenant, ce qui intéresse le plus les gamins en cours des récré, c'est de devenir youtubeur. C'est d'être sur YouTube et de faire des choses. C'est peut-être plus faire des films, c'est raconter autre chose. Donc, bien sûr qu'il y a des usages qui changent et qu'on est complètement has-been. Moi, je m'en rends compte. Hein. Je suis et c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain et discuter un peu avec les adolescents aussi pour se rendre compte qu'on est complètement à côté de la plaque parfois. Mais il y a quand même des choses à faire et justement peut-être une révolution, mais peut-être qu'il faut se mettre à un niveau un petit peu plus méta en fait de ces choses. C'est-à-dire que si on est sur l'outil en particulier, bah oui, l'outil change, forcément, ça évolue. Mais la façon de raconter les histoires peut-être change, mais les ficelles sont les mêmes, les questionnements que la personne va se poser sont des questionnements similaires. Donc en gros, tout le background du cinéma, il existe encore et il peut être appliqué, mais peut-être à un niveau plus méta que ce qu'il est actuellement. Ça dépend juste le niveau où on se met, mais c'est juste des façons différentes de raconter quelque chose. Je voulais juste ajouter une parenthèse. Probablement, c'est aussi qu'il y a le temps du changement de la société, par exemple, ne correspond pas forcément au temps de la recherche. Donc, il y a un décalage entre la vitesse à laquelle les technologies se mettent en place et sont utilisées. Ça crée des changements chez les enfants, chez les adultes d'ailleurs, et le temps de la recherche et le temps de la réflexion. Et comme il n'y a pas de correspondance, on ne se donne pas forcément les moyens temporels et aussi les moyens financiers pour cette réflexion. Donc voilà, on travaille avec ses limites aussi. Oui, je voulais aussi, je rebondis sur ce que vous avez dit. Moi, je pense que plus la société est difficile, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a des élèves qui subissent la violence, la rapidité, ce que vous dites très très bien. Et moi, je crois à l'inverse, que l'éducation artistique a encore plus de sens. C'est-à-dire que combien on a de nos élèves qui nous disent continuellement: ici, on prend le temps, ici, on s'écoute, ici, on n'attend pas un résultat pour dans une heure. On n'a pas de calendrier ou de temps calendaire. Et finalement, ils nous disent, voilà, on a l'impression de se reposer, c'est serein. C'est là qu'on reste parce qu'on trouve qu'ici, c'est serein, c'est calme. Et donc, j'ai un peu l'impression que les violences dont ils peuvent être l'objet trouvent justement une réponse encore plus importante dans l'éducation artistique. Moi, il y a 30 ans que j'en fais de l'éducation artistique et certes, la société à l'extérieur me paraît effectivement peut-être plus difficile, mais dans notre pratique avec Stéphane, j'ai pas du tout l'impression qu'il s'y passe moins de choses. Je dirais même le contraire. Moi, j'ai vraiment cette impression que justement, le youtubeur, parce qu'on peut faire l'un et l'autre, c'est-à-dire que nos élèves sont aussi des youtubeurs, consomment aussi des images, mais ils sont très bien capables de faire la différence qu'à un endroit donné, dans un espace donné, on s'écoute, on prend le temps, on va vers la complexité, on va vers le cinéma, dans ce que ça peut avoir d'un petit peu... un peu de politique, en tout cas de poétique, de politique, dans le sens où finalement, on va vers le fragile, on va vers l'émotion, on va vers soi-même. Et moi, je crois que le rôle des ateliers, mais quels qu'ils soient, des options, des classes théâtre, des classes cinéma, c'est quand même de proposer ça aux jeunes, aux adolescents, aux enfants. Et en fait, on n'est jamais déçu. C'est-à-dire, enfin, moi, dans mon expérience, je ne me suis jamais retrouvé face à un enfant qui me dise « ça ne nous sert à rien ». On a tellement de retours, on a tellement de remerciements tout le temps, et je pense que tous les professeurs diraient la même chose. Hein. Je ne parle pas en mon nom, hein, mais qu'on se dit, bah non, le combat, il faut le continuer, et puis peut-être encore plus. Mais moi, je n'ai pas la sensation d'une dégradation de cela. Je n'ai pas la sensation que dans les ateliers d'art, il s'y passe moins de choses ou que les élèves soient plus exclus. Certains mettront plus de temps pour y venir, pour y trouver leur place, pour y rester. Mais je n'ai pas l'impression qu'on ait moins d'élèves qui s'inscrivent, qu'on ait moins d'élèves volontaires, qu'on ait moins d'élèves que ça intéresse. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, je le redis, on le fait pareil dans nos classes, en dehors de l'éducation artistique. Commencer un cours de français, de mathématiques par leur montrer une œuvre d'art, en essayant de vivre cette beauté-là et d'y être confronté, c'est aussi une façon de se rappeler qu'on est tous là, qu'on est humain, qu'on est sensible, et que cette part-là, elle est fondamentale pour créer de l'empathie, pour créer des connexions. Tout à l'heure, je parlais de la mémoire de cinéma. Ça n'est qu'une connexion qui permet de complexifier un petit peu son regard.
et puis de s'amuser de cette complexité, d'en profiter, d'en jouir. Voilà. Alors, rebonjour. Moi, je vais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, mais toujours d'un autre point de vue, qui est celui de la salle, avec une expérience d'ailleurs qui me revient en tête, parce que j'interviens aussi dans d'autres endroits. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que du point de vue de la salle, en tout cas, et vous avez raison, je pense que le confinement, ça a révélé des choses, c'était assez beau d'ailleurs, à la fois dans le milieu scolaire, c'est-à-dire, nous on a vu avec la réouverture au mois de mai, on n'a jamais eu autant de classes qui sont venues, on n'a jamais eu autant d'enfants de classes ou de centres de loisirs avec des petits qui n'avaient pas pu aller au cinéma à un âge où ils auraient eu leur première séance. Et ce qui est beau, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui étaient évidentes avec aux générations précédentes qui le sont moins, mais l'identification immédiate, c'est pour ça que c'est effectivement très intéressant de vous écouter tous, de nous donner des outils pour comprendre mieux la perception et l'organisation, etc. Enfin, moi, je ne suis pas du tout, je suis très impressionnée par tous les gens qui sont là, d'un tel niveau de connaissance, et c'est très intéressant de voir comment ça éclaire de la pratique qui est la nôtre. Mais en revanche, ce dont je suis certaine, c'est ce que vous avez dit, c'est que dans la salle, à la fois le désir, la conscience de ce que c'est d'être dans ce lieu très singulier, avec tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire cette idée de ce que vous avez appelé, je ne connaissais pas le mot, la prosocialité, ce qui se passe dans cet endroit, comment c'est différent. Malheureusement, j'ai loupé mon train, je n'ai pas entendu votre première intervention, mais le rapport à l'écran et tout. Ce que j'entends aussi, en fait, alors du coup, c'est presque quelque chose de drôle, c'est qu'au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas un biais qu'on connaît tous depuis longtemps, qui est sur ce que les adultes pensent que les enfants pensent qu'ils attendent. Et ça, en revanche, je pense que là, ça a bougé. C'est-à-dire que ce qui a bougé aujourd'hui, et quand je dis les adultes, je suis malheureusement bien obligée de me mettre dedans, ça peut être les parents, ou ça peut être certains enseignants qui, sous la pression des parents, peuvent avoir peur qu'eux, etc. Et du coup, peut-être qu'au fond, la question va être, et vous, tout ce que vous avez dit aujourd'hui peut nous aider, nous, à expliquer justement à des adultes que, en fait, non. Il faut aussi laisser le temps et les différentes, moi je ne reprendrai pas vos termes parce que j'en serais bien incapable, se construire, et que, au fond, on est là, la parole des enfants ne pourra pas être la même que celle des adultes. Et que ça, je suis désolée de reprendre le terme, les grands films, ils nous l'enseignent. C'est totalement un pur hasard. Hier matin, j'ai montré un film qui ne parle que de ça, la différence entre la manière dont les adultes et les enfants voient la représentation de l'enfance, c'est L'argent de poche de Truffaut, et ça s'est reproduit à nouveau. C'était juste magique de les entendre. Et de voir avec ensuite l'institutrice ce que nous savons, c'est-à-dire en voyant le film, comment nous sommes bouleversés par des choses que eux voient comme quelque chose totalement différent de nous. Donc voilà, c'est peut-être éloigné du sujet, mais c'est pour dire que, au contraire, depuis, et là aussi c'est des choses que j'ai remarquées, pas seulement dans le milieu scolaire, mais c'était émouvant après le premier déconfinement, ou même le second, je voyais des familles passer devant mon cinéma avec des gosses qui n'avaient probablement pas été au cinéma depuis 1 an et demi, qui étaient petits, et qui tiraient les parents pour y aller. Donc, quand bien même il y a les réseaux, quand bien même il y a 1000 autres formes, je pense que ça ne rend que plus, et c'est pas dire c'est mieux, c'est moins bien, même si chacun pense ce qu'il veut. Moi, je sais où je me place, mais c'est pas grave. Ça permet aux autres de se placer là où ils veulent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une connaissance, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut que j'emploie devant vous, c'est piégé, mais en tout cas, il y a une perception certaine, quand on en parle avec eux avant une séance, de la singularité du lieu. Et c'est super beau, quoi. Alors, je ne saurais pas le dire dans vos termes, mais c'était super beau de vous entendre en parler de votre point de vue. Merci beaucoup.
Alors, est-ce que... Je voudrais juste poursuivre, excusez-moi, mais c'est assez dans la cohérence de ce qui vient d'être dit. Effectivement, je pense que notre métier à nous, acteurs culturels, c'est de mettre en œuvre des expériences sensibles, des expériences artistiques autour du cinéma, mais pas que, mais de permettre l'expérience avec des artistes. C'est ce qu'on fait au quotidien et c'est très rassurant ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On innove, j'aime pas beaucoup ce mot parce que ça veut rien dire, mais on expérimente énormément de rencontres avec des publics très différents et on a des paroles d'enfants qui sont extrêmement bouleversantes tout le temps. Mais ce qui est vraiment important, c'est en effet, on ne parle pas beaucoup là aujourd'hui des artistes dans cette journée, c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est quand même ce qui est au cœur de ce qu'on fait, c'est quand même un geste artistique. Un film, c'est un geste artistique. Le réalisateur est présent ou il est mort, mais c'est quand même une œuvre, effectivement, et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Et ça, je pense que c'est ça qui est vraiment essentiel, c'est de permettre à un moment une rencontre possible, et je pense que les artistes, ce sont des chercheurs aussi. Ce sont des chercheurs qui veillent, qui vont nous ouvrir des chemins qu'on n'imagine pas. Et puis aujourd'hui, on en a besoin, comme on a besoin de vous, bien sûr, dans le monde tel qu'il est. Mais je pense que c'est vraiment important de rappeler, vous êtes ici dans une scène nationale, vous êtes un lieu dédié à la création. Et effectivement, quand ce matin, j'ai parlé des 3 missions, j'ai parlé de création, de diffusion et de rencontre avec les artistes. Et je tenais vraiment à redire ce mot, des artistes qui sont vraiment au cœur de ce qu'on fait ici. Merci beaucoup. Et en effet, ça, c'était le sujet sur lequel on a travaillé il y a 2 ans. C'était la rencontre entre les personnes qui font du cinéma et les chercheurs. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on était aussi très heureux de reprendre cette année et faire un nouveau colloque. Parce qu'on est convaincus que voilà, c'est très bien d'amener les enfants dans les salles de cinéma, de les sortir de l'école et de la maison. Et c'est aussi très bien de sortir les chercheurs du laboratoire. Donc on vous remercie. Mais en effet, c'était toute la démarche qu'on avait commencé à voir il y a 2 ans. C'était un dialogue complètement horizontal entre ceux qui sont dans la création et qui sont des chercheurs dans le monde du cinéma et les chercheurs du laboratoire que nous sommes. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou bien vous voulez rester ici et rater votre train parce que je regarde l'heure depuis tout à l'heure, donc j'essaye de gérer si... Ouais, je pense qu'on va prendre vraiment la toute dernière question parce que... Merci Olivier Demet de l'association Passeurs d'images. Je voulais remercier Nathalie Blanc de l'enquête que vous avez menée auprès des enfants et juste dire, là, comme il y a beaucoup de chercheurs, que des Gilles Muller, on en a un par département, donc imaginez, et en plus à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée et même hors temps scolaire. Donc quand vous voulez, on refait des enquêtes et vous pourrez vraiment faire ça sur des panels très importants parce que je suis sûr que, voilà, enfin, vous pourrez en témoigner certainement, mais les enseignants, ils sont prêts à y aller. Et puis c'est vrai que nous, ça fait quand même quelques années qu'on s'occupe de ces dispositifs qui, mine de rien, sont passés un peu dans le paysage et on nous pose toujours la question de qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, etc. Donc c'est assez enthousiasmant de voir qu'il peut encore y avoir du désir sur ces dispositifs-là et que la façon dont ils fonctionnent continue aussi pour des chercheurs à être un peu un bouillon de culture qui vous intéresse bien. Donc quand vous voulez, vous revenez. Merci beaucoup. Effectivement, je suis assez émue d'entendre le nom de Gilles, parce que c'est grâce à lui, donc grâce à cette rencontre, ça a été possible de travailler avec les enfants et de réfléchir ensemble. Et puis il m'avait invité aussi à assister à une séance où il travaillait avec les enfants à la création d'un film. Et voilà, c'est juste du bonheur. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier de chercheur en fait. Je pense que on peut conclure ici. On remercie vraiment les intervenantes et les intervenants. On me faisait remarquer qu'on s'était divisé en hommes et femmes, à propos des biais, voilà. Et donc merci beaucoup aux enfants de cinéma et au Luxe de nous avoir accueillis et d'avoir organisé tout ça. Donc merci à vous d'avoir parlé aujourd'hui.